Bonjour et bienvenue à notre séance sur les puissances intermédiaires. Je suis ravie d'être votre modératrice. On a vraiment le sujet presque le plus important de tout. Donc, on va commencer tout de suite. On a 4 intervenants. On a le ministre polonais des Affaires européennes qui prend la traduction. Ignacy Niemczewski. On a à côté de lui Karim El Anoui, qui est président exécutif du Policy Center for the New South et qui est basé à Maroc. Après, j'ai presque un collègue, Denis Novy, qui est chef économiste du ministère des Affaires étrangères au Royaume-Uni. Et ensuite, on a Omar Achour, qui est enseignant-chercheur au Doha Institute for Graduate Studies. Donc, bienvenue à tous. On est ravis de vous avoir. Je vais passer la parole d'abord à Christian de Boissieu, qui est économiste au Cercle, qui va présenter le thème « Puissance intermédiaire, quel intérêt commun au moment des empires ?» Christian, la parole est à toi. Mais ça marche. Merci à vous, bonjour. Le sujet que nous avons à traiter me paraît à la fois passionnant et difficile. Je dis difficile non pas pour excuser ce que je vais dire, mais c'est un sujet relativement nouveau qui a été posé par le Premier ministre canadien, Mark Carney, en janvier de cette année à Davos. Mark Carney a fait un discours qui lui a valu une standing ovation à Davos, et il n'y en a pas tous les jours à Davos, ou même ici, des standing ovations, dans lequel il a introduit la notion de puissance intermédiaire. Et il donne comme exemple le Canada, mais il y a d'autres exemples dont on va parler, parce que la définition des puissances intermédiaires est encore à présenter, elle est encore à faire. Mais on pense au Brésil, je pense que la Pologne est une puissance intermédiaire, la France est une puissance intermédiaire. Chaque pays européen pris individuellement est aujourd'hui une puissance intermédiaire. Donc il y a un problème de définition, mais ce que disait Mark Carney est tout à fait passionnant. Il disait, face aux empires, il pense aux États-Unis, à la Chine, il faut ajouter la Russie, qui est encore un empire, l'Inde est probablement fait partie des grandes puissances, des hégémones, mais au fond, la liste des hégémones au plan mondial, elle n'est pas infinie, elle est relativement restreinte. Et ce que disait au fond Mark Carney, c'est les puissances intermédiaires ont été protégées jusqu'à présent par des règles du jeu qui ont permis à ces puissances intermédiaires de résister aux hégémones, d'exister à côté des grandes puissances. Ces règles du jeu, ça a été le multilatéralisme, ça a été les organismes internationaux qui aujourd'hui sont en crise. Je pense à l'OMC, qui est aujourd'hui nulle part. Je pense à l'OIT, qui existe encore, si je puis dire, et qui remplit un rôle. Et ce que disait Mark Carney, c'est avec la montée de l'unilatéralisme, c'est le rapport de force. C'est le contraire de l'état de droit, en quelque sorte. Et la logique du débat sur les puissances intermédiaires, c'est l'articulation entre ces deux forces relativement opposées, si je puis dire, le rapport de puissance, le rapport de force et l'état de droit. Et de ce que disait Carney, c'est qu'il faut que les puissances intermédiaires s'organisent, travaillent ensemble pour exister. Je vous conseille, si vous me permettez un petit conseil, vous relisez le discours de Carney à Davos en janvier. C'est un discours anti-Trump. Il ne cite pas une fois le nom du président américain. Mais c'est un discours beaucoup plus fort parce qu'en fait, il attaque l'approche unilatérale, il attaque les droits de douane mis en place de manière unilatérale par le président américain, il attaque toute la politique étrangère, économique, internationale de Trump sans citer son nom. Alors, un mot sur l'Europe, je reviens sur l'Europe.
J'ai dit tout à l'heure, chaque pays européen est à sa manière une puissance intermédiaire. L'Europe en tant que telle, l'Union européenne, on va en parler, aujourd'hui, moi je ne la classe pas dans les grandes puissances en tant que telle. L'Europe des 27, ce n'est pas aujourd'hui un hégémone ou une grande puissance, parce que l'addition, la collection de puissances intermédiaires ne fait pas en tant que telle une grande puissance. Donc le débat pour nous, c'est un débat pour l'avenir. Est-ce que nous allons faire des progrès dans l'intégration européenne, dans la gouvernance européenne, pour devenir un jour une grande puissance? Dans ce débat où le conflit entre les États-Unis et la Chine, le conflit Est-Ouest, ne laisse pas beaucoup de place aux puissances intermédiaires, et dans ce monde dans lequel le conflit entre le Sud global et le Nord qui s'affirme laisse plus de place aux puissances intermédiaires, certainement, que le conflit Est-Ouest. Je vais terminer en évoquant le sujet que j'ai juste cité, c'est comment est-ce que les puissances intermédiaires peuvent aujourd'hui exister, jouer un rôle plus important, s'opposer éventuellement aux grandes puissances. Bon, Carnet nous dit qu'il faut que chaque puissance intermédiaire développe un réseau d'accords bilatéraux. Le Canada a signé un accord commercial avec l'Union européenne. Le Canada a cité d'autres accords commerciaux. Chaque puissance intermédiaire peut jouer de cet effet de réseau. Bon, simplement, ok, l'idée est bonne. Compte tenu du fait que cet ensemble est extrêmement hétérogène et peu convergent, je ne vois pas l'arrivée rapide d'une sorte de coalition au plan mondial de puissances intermédiaires. Les BRICS ne sont pas cette coalition, puisque dans les BRICS, vous avez à la fois des grandes puissances et des puissances intermédiaires. Le G7 n'est certainement pas une coalition de puissances intermédiaires, puisque vous avez dans le G7 des hégémones. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas de format autour duquel pourraient se retrouver les puissances intermédiaires. Et je termine en faisant une analogie avec les entreprises. Si je prends le cas de la France, on définit à peu près les associations de grandes entreprises. Je n'ai pas besoin de les citer. Les PME, les petites et moyennes entreprises, se retrouvent également dans des associations. On a beaucoup plus de difficultés à cerner et à voir se rassembler les entreprises de taille intermédiaire. Eh bien, même chose pour les pays. Les pays intermédiaires, à mon avis, vont avoir du mal à situer, mais il faut qu'ils fassent des efforts. Merci de votre attention. Merci Christian. Je vais commencer avec l'Europe. On a un ministre polonais et je vais peut-être vous demander de développer une réponse à la question suivante. Comment faire en sorte que l'Europe puisse être une puissance économique? Thank you and thank you so much. Merci et merci infiniment de m'avoir invité. Tout d'abord, je pense qu'il faut se rendre compte là où on est. Et je souhaitais citer les paroles de Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne qui vient du Luxembourg, un petit pays, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Il a dit que tous les pays d'Europe sont petits, mais tous ne se rendent pas encore compte que c'est le cas. Donc, quand on parle de puissance intermédiaire, je pense qu'il est important de garder ce contexte à l'esprit. Pour répondre à votre question, d'abord, je pense qu'il faut un agenda stratégique avec nos partenaires en dehors de l'Union européenne. Et ce que nous proposons en tant qu'UE et ce dont a besoin ces puissances intermédiaires, c'est de la stabilité. Donc, il faut des règles stables et une prévisibilité
visibilité. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'il manque auprès des grandes puissances. Donc, ce que nous pouvons amener à la table et ce que nous devons essayer de nous mettre d'accord, ce sont des règles stables. Deuxième chose que je souhaiterais évoquer, c'est une coopération plus rapprochée avec des partenaires semblables comme le Royaume-Uni pour assurer les chaînes d'approvisionnement critiques. Ce dont on est témoin actuellement, c'est un phénomène intéressant où on passe d'une efficience économique à une sécurité économique. Et cela signifie qu'il nous faut nous focaliser sur ces chaînes d'approvisionnement critiques afin de nous assurer que nos entreprises et nos économies puissent continuer à fonctionner, même si la Chine, par exemple, décidait d'imposer des limites sur des minéraux rares critiques, ce que nous voyons. Ici, la question, et Christian a levé la question du format de cette coopération avec des partenaires semblables. Pour nous, le G20 pourrait constituer ce format. Cela comprend également les grands joueurs, mais pour moi, il est évident que l'UE doit être au centre de ce format. Ensuite, la première chose que je souhaitais évoquer, c'était des alliances commerciales de manière générale. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, le fait qu'il faut un réseau d'accords commerciaux. Mais en plus de cela, ce serait très agréable de voir un monde avec des règles que tout le monde respectait. Je ne sais pas si c'est réaliste encore, mais quand je commence à l'Organisation mondiale du commerce, on sait tous qu'elle a besoin de réformes afin de vraiment être basée sur les règles. Mais je pense que là, nous avons un intérêt partagé. Merci. On va passer peut-être au continent africain, Karim. Comment, vu du continent, vous êtes basé au Maroc, l'idée de puissance intermédiaire est comprise? Merci. Merci aux rencontres économiques de créer cet espace. Je crois qu'il y a d'abord un aggiornamento à faire. On ne voit pas tous le monde de la même manière. Et je crois que le speech de Mark Carney est une tentative de rationaliser la place de l'Europe dans un monde changeant. Et l'idée, c'est comment peut-on rester pertinent en n'étant plus au centre? Alors, c'est élégant, c'est compréhensible, mais je crois que l'histoire nous dit que ce n'est plus le cas. L'Europe n'est plus au centre. On est dans un monde, disons, post-européen qui a probablement commencé au XXe siècle et au début du XXe siècle. Et c'est une longue évolution. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde, si vous voulez. Et je dirais qu'il faut faire attention à ne pas présenter le monde d'avant comme une espèce de paradis perdu. Je vous dirais tout simplement, allez demander aux Irakiens, allez demander aux Libyens, et la liste est longue. Si c'était un paradis perdu et c'était une espèce de monde parfait dans lequel le droit international s'impose. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, si on veut vraiment réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, entre, disons, non-empire, on va dire, tous les autres, le reste, il faut que ce soit sur des bases, sans rentrer dans des espèces de grievances et de contrition, mais il faut quand même rentrer dans une vraie discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, le deuxième point que je veux vous dire, c'est que ça se passe déjà. Vous prenez un pays comme le Maroc, on vient de sortir un papier ici dans le grand continent qui fait un peu le point sur les 5 dernières années du parcours de développement post-Covid, et vous verrez, c'est un pays qui a connu une croissance à peu près par tête de l'ordre de 3,2% sur les 5 dernières années. C'est le cas d'un pays comme le Vietnam également. On peut parler de l'Espagne, qui est assez similaire. Et le moteur de tout ça, c'est l'investissement direct étranger, européen, mais aussi chinois, qui monte en puissance, et une réorganisation des chaînes de valeur autour de ce que vous disiez,
bien sûr le profit, mais aussi des dimensions, disons, d'autonomie stratégique. Et c'est là qu'on peut discuter. Si l'autonomie stratégique est importante, que veut faire l'Europe avec la Méditerranée, par exemple, on a un partenariat approfondi. Et donc c'est cette question qui me paraît au centre. La globalisation ne s'est pas arrêtée, elle continue, même s'il y a des histoires dont on n'a pas le temps d'en parler aussi, Chine, États-Unis. La plupart des pays veulent rester et exporter, en particulier les pays du Sud. Et je vous rappelle que l'enjeu des pays du Sud, de manière générale, encore une fois pour aller vite, c'est l'enjeu du développement. Et être un pays connecteur ou s'insérer ou apporter une réponse, si vous voulez, aux transformations géopolitiques du monde n'est pas une stratégie de croissance. Les problèmes fondamentaux de productivité, d'éducation, d'accès aux services de santé, etc. restent. La réponse au climat reste, l'enjeu démographique reste. Et c'est aussi des choses qu'on partage avec les pays avancés, pas dans la même dimension, pas dans la même acuité. Et pour finir, je crois que le front intérieur reste fondamental. Dans un monde un peu chaotique, plus risqué, où vous pouvez vous faire prendre en effet de ciseaux, si votre front intérieur est faible, si vous avez une grande polarisation des sociétés, si vous avez des problématiques d'équité intergénérationnelle, vous êtes fragilisé. Et il faut faire attention à ne pas surréagir. Je crois qu'il y a aussi de la surréaction chez les politiques parce qu'ils veulent rassurer, nous rassurer, et montrer qu'ils sont en maîtrise alors qu'il y a peu de maîtrise. Le danger, c'est la surréaction. Donc je crois que chaque pays doit s'organiser, avoir vraiment un débat sociétal approfondi. Comment on veut s'insérer dans ce monde, de quelle manière, avec qui, comment trouver des solidarités et les construire. Et là aussi, ça a déjà aussi commencé. Il suffit de voir nous sommes en France, il suffit de suivre les voyages, les itinéraires du président Macron pour comprendre, si vous voulez, les premiers jalons d'une réaction et des nouveaux partenariats à construire, par exemple. Et je finis sur ça, Madame Peders, juste pour un mot. Je pense qu'on ne discute pas assez en profondeur en réalité. Je prenais un pays comme le Maroc ou tous les pays, la Tunisie, etc. On a des accords d'association avec l'Union européenne depuis 1969. Aujourd'hui, c'est un accord de libre-échange, on en a avec les États-Unis, mais particulièrement avec l'Europe. On n'a pas de discussion approfondie, véritable. Laissez de côté les questions, les canaux officiels, etc. On se connaît très bien, il y a des mariages, etc. Mais finalement, fondamentalement, sur l'histoire stratégique, il y a une espèce de blocage qui reste. C'est un peu cet aggiornamento dont je parlais, qui doit être fait à différents niveaux. Disons, pour construire une réponse qui fait sens pour nous, entre guillemets, les autres. Merci. Merci beaucoup. Dennis, can we take a step back? Dennis, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul et réfléchir à ce que ça signifie vraiment de passer d'une efficience économique vers un objectif de sécurité économique? Quels sont les enjeux et les opportunités? Je vais parler en anglais, si vous permettez. I'm here to represent the UK. Je suis là pour représenter le gouvernement britannique, le Bureau des Affaires étrangères en particulier, et je vais arriver à ce point sur l'efficience et la sécurité dans quelques instants. Moi, je dirais que nous, on aime aborder cette question de puissance intermédiaire en termes d'alliance agile. Nous savons que le monde bouge très vite. On ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le monde d'ici 5 à 10 ans, sans parler de 20 ans d'ici. Mais ce que l'on sait avec une forte certitude, c'est qu'il faut aller plus vite. Il faut pouvoir ajuster les choses et étudier les différents problèmes, parfois avec différents partenaires. Permettez-moi de commencer avec ce qui est la plus grande préoccupation de sécurité nationale pour le Royaume-Uni, c'est la Russie. C'est la menace de la Russie sur le front Est et la guerre terrible en Ukraine. Le Royaume-Uni est très fier d'être très impliqué dans l'aide auprès de l'Ukraine. Et bien sûr, il s'agit d'une initiative beaucoup plus large avec beaucoup d'autres partenaires en Europe. Et cela doit continuer. Il faut travailler ensemble avec l'UE, mais plus largement avec d'autres pays, avec l'OTAN également, pour augmenter le coût et rendre au gouvernement russe et le président Poutine les choses très difficiles pour poursuivre cette guerre. Et ce n'est pas simplement en Ukraine, c'est également en Europe.
Et en fait, j'étais en Pologne récemment. Et ce que l'on voit en Pologne, il y a des choses qui se passent à petite échelle. Par exemple, la Russie paye des agents pour faire des petites choses. Par exemple, distribuer des bulletins ou alors perturber les voies ferroviaires. Et ce que l'on sait d'après notre expérience, c'est qu'il ne faut pas longtemps pour ces actes d'agression et de terrorisme viennent à d'autres pays. Et, par exemple, au Royaume-Uni, nous avons eu des meurtres au Royaume-Uni qui ont été orchestrés par les services de sécurité russe. Et donc, il est essentiel de poursuivre nos travaux dans ce sens. Je souhaiterais également souligner l'importance de l'OTAN dans ce contexte. Peut-être que ce n'est pas très populaire dans de nombreuses parties du continent européen, mais il faut dépenser plus d'argent sur la défense. Et je pense qu'il est très difficile pour les politiciens aujourd'hui. Du fait des pressions budgétaires, nous avons la même chose en France, au Royaume-Uni et un peu partout d'ailleurs. Il faut dépenser plus d'argent sur la défense et il faut parler plus de ces problèmes. Et encore une fois, c'est quelque chose dont il faut faire davantage en Europe. Il y a beaucoup de critiques et de relations difficiles avec les États-Unis actuellement, mais les Américains ont raison. Les Européens doivent dépenser plus d'argent là-dessus. C'est un message très difficile, mais il faut être réaliste. Ensuite, je souhaiterais évoquer une autre partie du monde qui est très importante pour nous, et Karim l'a évoqué. Ce sont d'autres régions du monde où il y a une souffrance incroyable et une détresse humanitaire. Le Soudan est la plus grande catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Il y a plus de 30 millions de personnes qui sont affectées. Et il y a une violence incroyable envers les femmes et les filles. Et ce sujet est tellement important. C'est une échelle tellement incroyable de souffrance humaine et qui n'a pas du tout suffisamment d'attention dans les médias. Donc le Royaume-Uni travaille là-dessus énormément. Notre secrétaire des Affaires étrangères est très focalisé là-dessus. Donc, il faut travailler avec d'autres partenaires là-dessus, avec l'Égypte, le Golfe, les États-Unis. Donc, différents problèmes exigent différentes alliances parfois. Autre alliance un peu différente, c'est autour du climat. On voit beaucoup de leadership de la part des pays des Caraïbes, les îles Barbades, la Jamaïque, le financement des risques catastrophes, comment avoir des mécanismes d'assurance contre les ouragans, etc. Ce sera un autre problème très important sur lequel il faut travailler. Encore une fois, sans doute avec des partenaires un peu différents, mais cela souligne ce point sur les alliances agiles. Mon dernier point, c'est que le sommet du G7 qui vient d'avoir lieu et qui a été une belle réussite en France, et nous allons avoir la présidence du G7 au Royaume-Uni pour la prochaine séquence, et on veut poursuivre le travail sur les sujets mis sur la table par la France lors du sommet G7. Et il faut travailler avec d'autres partenaires. Le G20, c'est un groupe plus grand avec différents intérêts, donc il faut parler avec plus de personnes de différentes manières. Thank you very much. Merci. That's a nice. Bon, voici un lien très bien bon avec la question de défense-sécurité. Comment est-ce que les puissances intermédiaires peuvent renforcer leur propre autonomie? Quel est le point de vue de votre partie du monde dans le Golfe Persique? Au milieu du Golfe Persique, donc j'allais commencer avec l'Europe. Mais bon, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Denis Munovic, ce qui vient d'être dit. Je vais faire 3 commentaires qui s'appliquent au Golfe et à l'Europe. La première, c'est que c'est un environnement beaucoup plus dangereux maintenant pour les petits États et les États moyens. Et le Golfe Persique s'entend, qui est composé de 2 types d'États, comme vous le savez, donc, comme cela a été dit, des petits États et des États qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient petits. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que l'acteur qui va garantir le système post-guerre froide, les États-Unis, ne s'intéresse plus en fait et de plus en plus
et il est en train de critiquer ce système qui coûte cher et il se retire. Donc je donne toujours les deux exemples extrêmes du Golfe et de l'Europe. En 90-91, lorsque l'Irak a envahi le Koweït, donc les États-Unis ont mobilisé 900 000 soldats avec une coalition multinationale, y compris des pays africains, asiatiques et européens. Et ils ont libéré le Koweït en 100 heures de combat au sol et 37 journées de campagne aérienne. Et ça a été un signal clair que toute violation à ce niveau par un grand État contre un petit État ne serait pas tolérée. Avançons en 2014 en Europe ici, donc la Fédération russe, avec une opération en bride qui a réussi en Crimée, donc ça n'a pas eu ailleurs en Ukraine, mais ça a réussi en Crimée, donc ils ont annexé la péninsule de Crimée qui est en Ukraine, et le Koweït n'avait pas un accord de défense avec les États-Unis. L'accord de défense a été signé en septembre 91, après la libération. L'Ukraine avait signé le mémorandum de Budapest pour l'assurance de sécurité garantie par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Fédération russe. L'un des signataires a envahi le pays, cette zone, et les deux autres n'ont pas fait grand-chose. L'administration Obama a dit ne vous battez pas pour ne pas être massacrés. Donc il n'y avait pas de grande coalition. Là, il y avait un conseil, et alors pour le Koweït, alors que là, il y avait un conseil de ne pas entrer dans le conflit. Donc vraiment, ceci c'est avant Trump, hein, avant Trump. Donc ce manque d'intérêt pour le maintien ou investissement dans les systèmes internationaux de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide. Donc, mais la deuxième partie qui me semble beaucoup plus positive, c'est que il a été prouvé dans pratiquement tous les nouveaux conflits qu'il est extrêmement difficile de faire tomber un État, très difficile d'imposer un changement de régime et d'envahir. La Crimée étant une exception. Mais en mai 40, la Belgique, la France et l'épisode de Irak, donc c'était très différent. Ce sont des choses difficiles à répéter. L'Ukraine en apporte la preuve chaque jour. Et en février 2022, sur Dulsbey, l'invasion de la Russie, donc l'armée ne s'est pas effondrée, les gens ne célébraient pas, donc toutes les hypothèses russes étaient fausses, en fait. Et l'Ukraine, maintenant, qui en 2021 semblait comme être de facto prête semblait donner l'idée de reconnaître immédiatement cette invasion, donc aujourd'hui en mesure pratiquement de bloquer la Russie. Vous savez, il y a eu des 2500 attaques par les États-Unis, donc il y a également l'impact spirituel et ailleurs, et le régime est toujours présent en Iran, vous voyez, indépendamment de toutes les attaques, avec des contre-attaques après 14 jours, donc ils ont commencé des attaques sur Israël et dans le Golfe. Donc ils sont toujours debout et ils se battent avec leurs deux mains. Donc ils se battent avec leurs deux poings. Donc même si vous êtes un État plus petit, la même chose s'applique par exemple avec l'Union a subi 2500 attaques de drones et près de 500 missiles balistiques. Et le régime n'a pas chuté, il n'y a pas d'invasion. Donc, vous voyez, c'est très difficile. Et une raison pour cela, on pourra en parler. Donc, il y a des questions de technologie, régénération des forces, etc. Mais finalement, maintenant, l'autonomie stratégique, comme cela a été mentionné par tous mes collègues, l'autonomie stratégique aujourd'hui est nécessaire. Si vous voulez maintenir votre souveraineté, la souveraineté de petites et moyennes puissances, il n'y a pas d'autre moyen que de suivre le modèle ukrainien 2026, c'est-à-dire plus de force, mais également donc
L'argent, la technologie, la géographie, tout ceci, on peut l'employer, l'utiliser, mais ils ne se battent pas seuls. On a besoin de mobilisation. Et l'un de mes collègues au Qatar me disait très bien maintenant, c'est des systèmes autonomes. Donc maintenant, des systèmes sans pilote. Le drone est piloté pour certains à distance. Pour certains des systèmes drones, en fait, vous avez besoin de 4 opérateurs. Un pilote du drone, un navigateur de drone, les responsables officiants et le logisticien. 4 personnes, hommes et femmes, pour un système de drone en fonction de son type. Donc, c'est plus qu'une équipe d'un tank T-72. Il n'a que 3 personnes à bord d'un tank T-72. Donc vous avez quand même besoin d'une génération qui a besoin de mobilisation, qui a besoin de plus personnes dans les forces armées. En Grande-Bretagne, avec 72 000 soldats, c'est pas suffisant. Et ceci va soulever des questions sur l'appel sous les drapeaux, également l'approvisionnement en armes et la logistique. Il faudra que ce soit réarmé. Et donc, ça doit être également une guerre hybride, plus de collaboration entre le côté civil et les forces proprement dites. Donc, si l'objectif stratégique est de maintenir une économie, de se défendre contre un adversaire extrêmement agressif, et je vais terminer avec une citation d'un secrétaire des Affaires étrangères polonaise l'autre jour. Il nous a donné un chiffre sur combien la Grande-Bretagne dépense en défense et en soutien social. Excusez-moi, je n'entends pas les chiffres, monsieur va très vite, pardon. Donc à peu près 5 fois plus. 5 fois plus pour les systèmes de santé ou la sécurité sociale que la défense. Monsieur le ministre, je souhaite revenir vers vous parce que l'une des choses qui me frappe toujours dans l'ensemble, l'analyse est tout claire, excellente. On peut vraiment définir ce qui doit être fait, mais c'est très difficile de le faire, et ça, c'est votre travail. Mais je voudrais savoir si, particulièrement, vous pouvez nous expliquer ce que la Pologne a fait, parce que la Pologne a fait une augmentation spectaculaire de ses dépenses en militaire. Donc, si vous dépensez plus en défense, où est-ce que vous dépensez moins? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse facile. Je dirais que ceci se ramène à la volonté politique et à la volonté des politiciens de dépenser l'argent. Mais pour le faire, il faut d'abord bien comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et je pense qu'en Pologne, la peur de la Russie est bien perçue et comprise. Donc, dans notre cas, lorsque l'on parle de ces questions avec le public, il n'y a pas vraiment de besoin d'expliquer que la Russie est en fait une menace, une vraie menace. Et même aujourd'hui, après de nombreuses années d'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les gens sont fatigués en fait de cette situation, se fatiguent. Mais en fait, ils se souviennent quand même que la Russie pourrait très bien utiliser un système de combat hybride, comme mon collègue l'a mentionné. Donc il faut bien sûr être certain que nous sommes en situation de sécurité. Il n'y a pas de réponse facile. Souvent, on me demande pourquoi est-ce que l'Union européenne est si lente. C'est la même question, dans une certaine mesure. Pourquoi ne faisons-nous pas les choses qui doivent être faites, même si nous savons qu'elles doivent être faites? Et c'est vraiment ici sur la volonté politique. La volonté politique, de mon point de vue, de mon expérience, vient du public, du grand public qui doit comprendre les questions et revenir bien sûr ensuite à la question de l'éducation, des réseaux sociaux. Bien sûr, cela va bien au-delà de cette simple question de cette tribune. Mais simplement pour défendre l'Union européenne, ce qui est certainement mon rôle, nous sommes lents, mais nous sommes stables. Et la stabilité vraiment est importante dans ce monde. Et encore une fois,
Pour répondre à la question sur le titre, donc, stabilité. La stabilité est quelque chose que nous devons tous trouver. La stabilité est nos forces et la réglementation. On sait comment faire de la réglementation en Europe. Peut-être un petit peu trop. Et certains d'entre vous savez sans doute que nous avons ces exercices au niveau européen, mais également en Pologne. Nous avons un système de un groupe de travail sur la déréglementation. Je ne sais pas si la France est vraiment engagée là-dedans, pas vraiment toujours, mais nous savons tous que nous devons apprendre à faire en sorte que ces règles soient plus simples. Mais encore une fois, il y a une question de stabilité de ces règles. Et je pense que nous savons tous que nous avons besoin de ces règles. Karim. Continent africain, quels sont les leviers, quelles sont les opportunités pour les autres puissances émergentes en Afrique d'agir comme des puissances intermédiaires? Vous pouvez faire un petit tour d'horizon du continent. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est l'enjeu de la croissance pour tous ces pays, que ce soit les pays à revenus intermédiaires ou les pays à bas revenus. Fondamentalement, il y a un enjeu de croissance et ces pays veulent continuer à commercer. Je vous renvoie à la zone de libre-échange panafricaine, qui est un projet important et que tous les pays du continent ont à cœur. Donc il y a une marge de développement associée au gain du commerce qui est présente et on a plein de problèmes à régler, mais en tout cas, c'est un continent qui reste très engagé dans le commerce international. Il n'y a pas de doute. Deuxièmement, c'est un continent qui n'est pas belliqueux, qui n'a pas d'ambition géostratégique ou d'hégémonie. C'est un continent qui ne... Alors, il y a des sujets au Soudan, en Libye, etc., mais qui sont la plupart des sujets internes, qui ne sont pas des conflits interétatiques. Donc, je pense qu'en particulier avec nos voisins européens, il y a beaucoup à faire. On peut prendre l'exemple de l'énergie, autour des énergies vertes, de l'hydrogène, des infrastructures connectées. Il y a des idées de câbles entre nous, il y a la production de renouvelables, bien qu'elle devient profitable en Europe, vu l'élévation des températures, mais enfin, l'intensité solaire est plus forte en Afrique. Et vous avez un certain nombre de pays qui sont capables de jouer dans leur région un rôle de moteur. Et je pense que c'est un peu le monde qui se dessine, c'est-à-dire avec des forces, des pôles régionaux autour desquels on s'organise. Vous avez dans le Maroc, dans sa région, vous avez des pays comme l'Éthiopie, vu sa taille, dans sa région, et vous avez probablement d'autres pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, peut-être on peut penser à la Côte d'Ivoire, etc. Mais ça suppose que vous soyez successful. Voilà, vous devez être bien dans vos chaussures, vous devez être bien dans ce monde complexe, vous devez au plan politique être pacifié, vous devez avoir une société qui est engagée, prête à faire des réformes qu'il faut, et je crois que c'est quelque part, ce monde un peu chaotique est un révélateur de nos faiblesses et de nos forces de manière un peu plus cruelle. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur aussi. Ce qui est intéressant, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié, c'est qu'on ne se regarde plus de la même manière. C'est-à-dire la valeur stratégique des pays a changé dans les yeux des pays européens en particulier. L'Europe ne regarde plus l'Afrique comme elle le regardait avant Trump. Et ça, je crois que c'est important. On devient intéressant. On cherche à nous séduire, ce qui n'était probablement pas le cas. On a besoin de nous dans des partenariats pour gérer les questions d'autonomie stratégique. Et donc ça, je pense que c'est intéressant. Ça fait partie de l'aggiornamento dont je parlais. Il est complexe parce que dans les ministères des Affaires étrangères, tout le monde a travaillé selon un monde. C'est des carrières, c'est des formations, c'est dans les cerveaux. Hein, et on change lentement. C'est la réponse à ce que vous disiez. On a du mal à changer. On sait qu'il faut se brosser les dents tous les matins, mais qu'est-ce que c'est pénible, si vous voulez. Donc c'est un peu la même chose. On procrastine, on n'est pas très efficace, nous, individus. Et collectivement, ça devient encore plus compliqué. Et donc c'est pour ça que je crois beaucoup, moi je viens du monde de l'université, etc. Je crois beaucoup dans des lieux
des cliniques, si vous voulez, des hôpitaux, des politiques publiques, de la psychoanalyse des politiques publiques. Pourquoi c'est compliqué en France d'ajouter quelques trimestres, ils vont tous me sauter dessus, mais d'ajouter quelques trimestres de travail alors qu'il y a presque une menace existentielle, on va dire. Pourquoi? C'est humain, ce serait la même chose partout, mais c'est à ce prix-là qu'on dépasse ça. Quelque part, l'Europe, et je conclurai sur ça, c'est le problème de la fin de la route. Tout le monde veut être petit bourgeois. Bien sûr, tout le monde, individuellement, dans le monde entier, au Sénégal, au Maroc, en Pologne, au Vietnam, que sais-je. On veut tous être des petits bourgeois. Mais être petit bourgeois, c'est aussi mourir un peu. Et donc, voilà, on s'endort. C'est comme la grenouille dans l'eau. La température monte, elle meurt. Si vous la jetez dans l'eau bouillante, elle ressort. Bon, c'est un peu simpliste, mais c'est un peu aussi comme ça qu'on fonctionne, nous, êtres humains. Voilà. Merci. Merci. Christian, tu voulais ajouter quelque chose? Merci Sophie. Me permet de rebondir sur 2 points. L'Europe, vous avez été plusieurs à parler de l'Europe. À quelles conditions on pourra avoir une Europe puissance? Bon, et là, je pense qu'il y a un vrai problème de paradoxe ou de contradiction. Pour être puissance économique, il faut qu'on avance à 27, pour des raisons économiques, démographiques, énergétiques, etc. Mais du point de vue de la gouvernance européenne, pour aller plus loin, on n'arrivera pas à avancer à 27. Elle est là, la contradiction du passage à l'Europe-puissance. Il faut accepter, je pense, au niveau européen, pour aller plus loin, pour s'affirmer sur la scène mondiale, dans ces débats qui malheureusement nous dépassent un peu du point de vue géopolitique, il faut accepter, nous, Européens, d'avancer avec les pays qui le veulent et qui le peuvent. Nous sommes déjà dans une Europe à géométrie variable, de facto. Regardez la défense, ce n'est pas 27. Et merci au Royaume-Uni de rester avec nous sur les problèmes de défense. L'euro, on n'est pas 27, on est 21. Schengen, on n'est pas 27, on est 26. 22 pays européens plus 4 autres. Donc, je voudrais soulever ce problème de contradiction interne à l'Europe. Pour être une puissance économique qui est importante, un aspect important, il faut avancer tout ensemble et on n'y arrive pas. Deuxième et dernier point, Carnet disait en janvier, le problème des pays intermédiaires, c'est qu'ils sont au menu et rarement à la table. Et hier, je modérais une session sur l'Afrique. Les pays africains, ils sont souvent au menu et rarement à la table également. Donc, notre ami polonais évoquait le problème, reprenez ce que j'avais ouvert sur la question du format en matière de gouvernance mondiale, puissance intermédiaire et gouvernance mondiale. Et je crois que vous disiez, le G20, finalement, c'est ce qu'il y a de moins mauvais. Évidemment, c'est mieux que le G7 pour associer les pays, un certain nombre de pays émergents et de pays dits intermédiaires. Moi qui crois quand même à la réforme des institutions, j'ai du mal à imaginer, au fond, c'est pour ça que ce concept de pays intermédiaire, il va peut-être être un concept éphémère. C'est un état transitionnel, peut-être, l'état intermédiaire, j'en sais rien, où on monte, où on descend. Et j'aimerais interroger nos amis, en particulier le ministre polonais, sur est-ce qu'on peut aller plus loin sur le bon format au niveau mondial d'association des pays dits intermédiaires. The right format for representing the middle power at the world level. Merci. Je ne suis pas certain que j'ai bien tout saisi, mais il y avait ce concept intéressant, je ne sais pas si vous l'avez eu, qu'au Canada qui devait rentrer dans l'Union européenne, par exemple. Mais ceci nous montre encore que l'Union européenne, comme concept, comme mécanisme, reste intéressant. Mais je pense que avec mon homologue français,
qui continue à soulever ce point, à savoir que l'Union européenne est attirante. Et la meilleure preuve, c'est que nous avons 9 pays qui veulent se joindre à l'Europe. Je ne pense pas qu'un pays qui veut rentrer... je ne pense pas qu'il y ait actuellement 9 pays qui veulent rentrer dans les États-Unis actuellement. Donc on est encore très attirante. Je n'ai pas la bonne réponse à vous donner en ce qui concerne les nouveaux formats, mais ce que l'on voit actuellement, au moins en Europe, et pas en Grande-Bretagne, mais en Europe, non pas en Union européenne mais en Europe. On a un format qui change. Donc, pour le moment, ça a réussi plutôt bien et c'est assez efficient, même si je crois beaucoup aux structures. La structure aide. La structure permet d'établir la confiance entre pays. Mais construire encore une autre organisation, encore une organisation mondiale, je pense que ça serait problématique aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais peut-être inviter 2 autres membres du panel. Denis, que pensez-vous du format quand vous parlez de la Grande-Bretagne? Vous ne faites pas partie de la Grande-Bretagne, nous ne sommes plus dans l'Union européenne. Donc, quels sont les meilleurs leviers, les meilleurs atouts que la Grande-Bretagne peut utiliser ou pour exister comme puissance intermédiaire? Tout dépend du sujet. Vous avez mentionné de l'Union européenne et des relations entre l'UE et la Grande-Bretagne ont été un peu difficiles. Le Brexit n'a pas facilité les choses. Ça reste d'être difficile, délicat à différents niveaux. Néanmoins, il est tout à fait clair qu'il y a beaucoup de terrains, de points communs entre la Grande-Bretagne et l'UE. On a parlé de la Russie, les menaces de sécurité, la défense, l'OTAN. Bien sûr, donc bien sûr, tout ça est important et nous pouvons travailler ensemble. On peut travailler ensemble dans le domaine de la science et d'autres points, et bien sûr qui vont nécessiter peut-être d'autres réunions, d'autres forums. C'est une priorité pour le gouvernement britannique de se rapprocher de l'Union européenne et de se rapprocher, encore une fois, du marché unique ou de travailler aussi étroitement que possible avec compte tenu des contraintes existantes. Quelques mots en plus sur la coopération militaire. Et donc le président français et le Premier ministre britannique ont conduit une initiative pour essayer d'aider dans le détroit d'Ormuz et pour aider l'Europe. Tout dépend de la façon dont les choses vont se faire dans les jours et semaines à venir. Mais bien sûr, le déminage pourrait se faire, par exemple, et c'est quelque chose c'est un point sur lequel les Européens peuvent travailler ensemble et d'autres pays européens sont impliqués. Il y a une alliance de défense avec la Pologne, l'Italie, donc nous pouvons vraiment beaucoup faire. Donc, une autre chose que je voudrais dire, et je reviens ici à ce que Karim disait, dans beaucoup des pays en voie de développement, ça peut être dans les économies émergentes, devrions-nous dire, ce qu'ils demandent, en fait, c'est très différent de ce que beaucoup de politiciens ou de gens considèrent. C'est pas simplement donner de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit d'aider les pays à croître seuls et de leur donner accès à une certaine expertise, au marché financier. Donc je suis dans une position très privilégiée où je peux parler à beaucoup de gouvernements, beaucoup de décideurs politiques, particulièrement en Afrique subsaharienne et dans d'autres parties du monde. Et ils ne veulent pas d'argent, ils veulent en fait de l'aide avec l'accès au marché financier. On a des marchés financiers en Europe, par exemple en Grande-Bretagne, et nous avons des systèmes de financement privés. Donc, comment pouvons-nous nous tourner vers l'Afrique et d'autres parties du monde à ce sujet? Le climat, bien sûr, était une autre question. Vous devez être très créatif et très rapide. C'est très frustrant. Je pense que même avec des questions nationales, les gens sont frustrés. Parfois, il faut des années et des années et des années. Nous devons aller beaucoup plus vite. Merci. Vous avez parlé de la coalition pour le détroit d'Ormuz. Mais il y a également la coalition pour l'Ukraine, dans laquelle la Grande-Bretagne et la France travaillent ensemble, ont un assemblée tout à fait encourageante. Omar, dernier mot, il nous reste 2 minutes.
de votre position lorsque vous examinez l'Europe, vous écoutez les débats que nous avons sur la manière d'exister comme puissance ou de puissances différentes. À quoi ça ressemble de votre point de vue? Du point de vue du Golfe, et on a compris que les alliances fonctionnent. Mettez tout de côté au niveau des médias, etc. Il y a de la colère, j'en conviens, et donc il y a de la colère. L'idée que les États-Unis unilatéralement ont mis en danger toute cette région du monde, de la rendre plus menaçante, donc il y a une partie de cela. Mais il y a également la question de Gaza, qui est très importante dans la région du Golfe, et la manière dont on pourrait résoudre ce problème de Gaza et du Liban. Et il y a pas mal de critiques concernant la politique européenne, mais également la politique israélo-américaine. Et ça, je dirais, c'est le côté critique. Mais il y a également de plus en plus de prise de conscience que les systèmes et les alliances avec les États-Unis et avec l'Occident sont fondamentaux. Pourquoi? Parce que les munitions de défense antiaérienne, par exemple, dans le Golfe, étaient pratiquement essentiellement américaines ou européennes. La formation, la munition, la logistique étaient présentes là. Donc, le taux d'interception par les patriotes était extrêmement élevé, donc les interceptions de drones étaient très élevées. Il y avait certaines vulnérabilités aux échelons plus bas. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'Ukraine. L'Ukraine a envoyé 250 formateurs et fabricants, donc avec des très fortes forces dans le Golfe, dans les 6 pays en fait, donc 5 pays, mais peut-être, je ne sais pas si Roman. On prend conscience du fait que il y a une relation de travail qui doit être maintenue, mais ça c'est simplement au niveau opérationnel, au sous-opérationnel, donc au niveau technique. Mais au point de vue stratégique, il y a cette question. Si les États-Unis peuvent lancer une guerre de cette taille sans consulter qui que ce soit, ou quelques-uns des pays de la région du Golfe, ceci va mettre la région dans une situation stratégique extrêmement dangereuse et en fait un environnement très difficile. Nous en sommes à la fin de notre débat. Christian, maintenant, doit nous donner des réflexions conclusives. Jouer sur les mots, j'ai fait tout à l'heure une intervention intermédiaire, middle, et donc je considère que je ne vais pas refaire quelque chose. Merci à vous tous. Au fond, le sujet est très compliqué. Je pense qu'on a tourné, ça a été passionnant et merci à vous tous. Je sors de là, je ne sais pas si on a progressé sur le concept de puissance intermédiaire, mais je sais qu'on a progressé sur la géopolitique mondiale et le rôle de l'Europe dans le cadre de cette géopolitique. Merci à vous. Merci à tout le monde.